L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 5 novembre 2019, la Ville de Montmagny justifie sa décision de ne pas avoir ouvert un centre d'hébergement lors des pannes de courant. Le Club Richelieu de Montmagny fait un don de 1 000 $ pour l'acquisition de livres et de jeux thérapeutiques pour l'hôpital de Montmagny. Les finalistes au prix Prestige sont désormais connus. La guignolée des médias aura lieu le jeudi 5 décembre prochain. Moins de 25 000 clients encore dans le noir ce matin et on fera le bilan de la situation dans notre région. Au sport, une seule rencontre dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud en raison des conditions météorologiques. Le remontée incroyable et un match à oublier pour l'Everest. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. À l'opposé des municipalités de Saint-Pamphile et de Cap-Saint-Ignace, les autorités de la ville de Montmagny n'ont pas tenu bon ouvrir un centre d'hébergement pour venir en aide aux Magny-Montois n'ayant pas d'électricité lors des pannes majeures qui ont sévi le dernier week-end dans la belle province. La ville ayant été critiquée sur les réseaux sociaux pour cette inaction, CMA-TV Nouvelles a pris contact avec le directeur général de la ville de Montmagny, Félix Michaud, pour savoir ce qu'il en était. Selon ce dernier, à la lumière des informations reçues par la Sécurité civile et Hydro-Québec, la ville a décidé de ne pas emboîter le pas en raison d'un retour imminent de l'électricité annoncé par la Société d'État samedi. La ville étant prête à agir car elle avait envisagé cette possibilité. Par ailleurs, puisque les pannes se situaient davantage dans l'est de la ville et ne touchaient pas l'ensemble des citoyens de la capitale de Loi-Blanche, d'autres ayant du courant par intermittence, et celle-ci n'a pas insisté, car le beau temps était désormais présent et, également, parce qu'elle ne voulait pas compétitionner le secteur privé de l'hébergement, et ce, conforme à sa politique. Toutefois, vendredi, les autorités avaient mis en place les mesures d'urgence concernant le niveau des rivières situées à Montmagny, qui était dangereusement élevé. En effet, vers 15h30, 10 résidences du secteur de l'avenue Saint-David et de la rue Saint-Nicolas ont reçu la visite des pompiers afin de se préparer à possiblement évacuer. Cependant, le débit s'étant calmé, l'évacuation n'a pas été nécessaire. Il faut insister sur le fait que les autorités de Montmagny ont gardé un œil attentif sur la situation pendant l'entièreté de la crise, celle-ci étant prête à réagir si le besoin s'était fait sentir davantage. C'est jeudi matin dernier, en conférence de presse à l'hôpital de Montmagny, que le président de la Fondation du Club Richelieu local, Marc Lorrain, a annoncé un don de 1 000 $ à la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches pour l'acquisition de livres et de jeux thérapeutiques pour les services de réadaptation en déficience physique
de la motricité et en orthophonie de l'hôpital Manimontois. Il s'agit d'une belle initiative de la part du Club Richelieu puisque la thérapie par le jeu, si elle est entreprise précocement, a fait ses preuves auprès des enfants. En effet, l'usage des livres et des jouets permet aux enfants de pratiquer leurs diverses thérapies, et ce, tout en s'amusant, ce qui rend l'acceptation plus facile. Ainsi, les jeux et les livres stimulent le langage des enfants, favorisent la compréhension des consignes, des questions et des concepts, développent le vocabulaire, encouragent la production de phrases complètes, contribuent à améliorer la lecture et l'écrit tout en stimulant leur mobilité physique. Conçu au Québec, ce matériel, dont les scènes choisies illustrent des situations vécues par les enfants québécois, est plus réaliste et le vocabulaire utilisé est plus compréhensible que les livres et les jeux importés de France. Plusieurs livres ont été achetés en 2 exemplaires pour permettre aux parents de poursuivre les thérapies à la maison. Les livres ayant été achetés à la librairie Livre en Tête de Montmagny, il est donc plus facile pour les parents de se les procurer. Les nouveaux jeux qui interpellent les émotions chez l'enfant auront un impact important, non seulement sur le développement du langage, mais également sur celui de la confiance en soi, sur ses relations sociales et de la gestion de ses émotions. Depuis plus de 73 ans, le Club Richelieu a pour mission de venir en aide aux jeunes et aux familles. Il exerce une présence constante dans son milieu et rejoint donc les objectifs du projet éducatif du Centre envers nos jeunes et leur avenir. La mission du Richelieu est aussi de promouvoir la francophonie et il y a tout lieu de se réjouir de la place qu'occupent les livres et jeux en français, a déclaré Marc Lorrain, vice-président aux communications du Club Richelieu et président de la Fondation Richelieu, qui était présent lors de l'annonce. Les membres du conseil d'administration de la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches remercient le Club Richelieu pour sa contribution financière permettant à près de 150 enfants de la région atteints d'une déficience physique et langagière de pouvoir profiter de livres et de jeux dans la pratique de leur thérapie. L'objectif visé par les services de réadaptation en déficience physique est de permettre aux enfants de pouvoir s'intégrer au programme scolaire dès la maternelle, de profiter des activités de leur communauté et de développer leur sociabilité afin de s'épanouir et contribuer à la société de demain, a conclu Michel Lapointe, président de la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches. Plusieurs se posant la question, voilà que le comité organisateur du cocktail Prestige Desjardins met fin au suspense en dévoilant les trois entreprises de la région de Montmagny, finalistes au prix Prestige, ayant été retenues par un jury indépendant au terme d'un processus d'analyse rigoureux. Il s'agit de la maison funéraire Laurent Normand, de Maniac Moto La Renaissance et de OK Pneus André Ouellette 2000. Présente dans le paysage manimontois depuis 1902, la famille Normand a toujours su faire preuve d'avant-gardisme pour mieux desservir sa clientèle. Au printemps dernier, elle a de nouveau démontré en investissant 1,2 million de dollars pour faire de la maison funéraire Laurent Normand le seul complexe funéraire à offrir tous les services sous un même toit, entre Lévis et la Pocatière. C'est l'audace dont a fait preuve le propriétaire, Jean Normand, en osant investir et saisir l'opportunité qui s'est présentée à lui, qui a séduit les membres du jury. En ce qui a trait à Maniac Moto La Renaissance, c'est la passion et le flair d'Éric Dorval qui font qu'aujourd'hui, l'entreprise spécialisée dans la vente de motos usagées figure parmi les finalistes au prix Prestige 2019. Il faut dire qu'en à peine 3 ans, il a su faire prospérer son commerce à vitesse grand V, notamment en signant des ententes de distribution avec Yamaha et CF Moto pour offrir des engins neufs ainsi que plusieurs modèles de VTT, de motocross et de côte-à-côte, et en offrant le service de pièces et de réparation.
Enfin, les jurés ont retenu au Quai-Pneus André Ouellette qui, depuis 20 ans, cumule les succès entrepreneuriaux. En effet, après être déménagée en 2009 par manque d'espace, l'entreprise spécialisée dans la vente au détail et la distribution aux grossistes de pneus a entrepris 3 agrandissements, a acquis 2 succursales et est passée de 3 à 59 employés. Elle s'est aussi démarquée parmi les 365 franchisés en diversifiant ses produits, en adoptant une image de marque distinctive, en appliquant les meilleures pratiques d'entreposage et en mettant en place un système de code à barre unique pour gagner en efficacité. Laquelle de ces entreprises remportera le prix Prestige 2019 pour avoir contribué significativement au développement économique de la MRC de Montmagny? Pour le savoir, et du même souffle, découvrir les lauréats de 6 autres catégories, il suffit d'être présent le 15 novembre prochain à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. La guignolée des médias aura lieu le jeudi 5 décembre prochain. On vous donne tous les détails dans quelques instants. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Pour sa 9e édition, la Grande Guignolée des médias aura lieu à Montmagny le jeudi 5 décembre de 6h à 9h le matin, au même site que les années passées, soit à l'intersection du boulevard Taché et de l'avenue de la Fabrique, en face de l'école secondaire, à l'intersection du boulevard Taché et du chemin des Poiriers, et à l'intersection de la 4e rue et de la 6e avenue dans le parc industriel. Cette année encore, les bénévoles de la Grande Guignolée des médias auront, en leur possession, des lecteurs de cartes de crédit et débit, de sorte qu'ils pourront accepter les dons de personnes qui n'auront pas d'argent comptant sur eux. Il est bon d'ailleurs de rappeler que 100% des dons vont directement à la Société Saint-Vincent-de-Paul afin d'aider les personnes dans le besoin pour la période des fêtes et également pour toute l'année. Soulignons qu'à la dernière édition, la collecte a permis d'amasser 7 284 $. L'objectif cette année est de dépasser ce montant pour aider davantage de personnes dans le besoin. Un appel à tous est ainsi fait pour attirer des bénévoles pour le matin du 5 décembre, puisque les besoins dans notre communauté se font de plus en plus sentir. Pour devenir bénévole, vous pouvez contacter Mme Suzette Bernier au 418-248-7178, Mme Suzette Bernier au 418-248-7178. Surveillez également les médias collaborateurs locaux, soit CMA TV, Siki et le Journal Oie Blanche, ainsi que le Facebook Grande Guignolée des médias Montmagny, afin d'être bien informés. Les partenaires 2019 sont CMA TV, Siki, Journal Oie Blanche, Nous TV Montmagny, Association étudiante, Centre d'études collégiales de Montmagny, Maxi Montmagny, Jean Coutu Montmagny, Club Lyon Montmagny, Impression Rive-Sud et la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Les équipes d'Hydro-Québec ont grandement progressé dans leurs efforts pour rebrancher tous les Québécois lundi, faisant passer le bilan sous la barre des 25 000 pannes en toute fin de soirée. En début de journée, on dénombrait toujours un peu plus de 55 000 clients privés de courant. Ce nombre était déjà bien moins élevé que le plus fort de la tempête de vendredi, où près de 1 million d'abonnés avaient perdu d'électricité, soit plus de 20 des clients d'Hydro-Québec. Le président directeur général d'Hydro-Québec, Éric Martel, avait indiqué dimanche que la très grande majorité des abonnés devraient être rebranchés au plus tard mardi. Une fois de plus, Hydro-Québec n'a pas ménagé ses efforts lundi, avec des centaines d'équipes déployées sur le terrain. Chaque panne que l'on va rétablir
ça va ramener 20 clients dans la lumière. Donc, ça risque d'aller assez rondement aujourd'hui parce qu'on va déployer une force assez considérable, environ 1500 travailleurs qui seront à pied d'œuvre, avait détaillé lundi matin un porte-parole d'Hydro-Québec, Francis Labbé. Les interventions présentement effectuées par les travailleurs sont généralement plus complexes et permettent de rétablir le service d'électricité chez peu de gens à la fois. Par exemple, remplacer un poteau brisé par les vents où la végétation peut prendre entre 5 et 7 heures, avait expliqué la Société d'État en fin de semaine. Les clients encore privés d'électricité dans Montmagny-Lillet se lient comme suit. Tout d'abord, dans la MRC de Lillet, à Lillet, 0 clients sur 2269, Saint-Adalbert, 23 clients sur 468, Saint-Aubert, 255 clients sur 1111, Saint-Cyril-de-Dessart, 41 clients sur 677, Saint-Damas de Lillet, 1 client sur 462, Saint-Jean-Port-Joli, 78 clients sur 2214, Saint-Marcel, 18 clients sur 416, Saint-Omer, tous les clients ont été rebranchés. À Saint-Pamphile, il en est de même, tous les clients rebranchés sur 1475. À Saint-Roch-des-Aunais, 26 clients sur 660. Sainte-Félicité, 16 clients sur 260. Sainte-Louise, 8 clients sur 455. Sainte-Perpétue, 59 clients sur 987. Tourville, 14 clients sur 414. Maintenant, dans la MRC de Montmagny, Berthier-sur-Mer, 1 client sur 1060. À Cap-Saint-Ignace, c'est 10 clients qui sont encore privés d'électricité sur 1765. Lac-Frontière, 5 clients sur 187. Pour Montmagny, c'est 4 clients sur 6936. Notre-Dame-du-Rosaire, 2 clients sur 365. Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues, tous les clients sont maintenant, l'électricité chez tous les clients sont rétablis sur 169. Saint-Fabien de Penay, 25 clients qui manquent encore d'électricité sur 697. Saint-François de la Rivière-du-Sud, 5 clients sur 864. Saint-Just de Bretonnière, 2 clients sur 532. Saint-Paul de Montmagny, 33 clients qui manquent encore d'électricité sur 618. Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, 9 clients sur 524. Sainte-Apolline de Patton, 1 client sur 391. Sainte-Euphémie sur la Rivière-du-Sud, tous les clients ont été rebranchés. À Sainte-Lucie de Beauregard, 6 clients sur 263. Donc, voici la situation actuelle dans les MRC de Montmagny-Lillet. Donc, encore beaucoup de clients qui sont privés d'électricité. Je vous le rappelle, ça fait depuis vendredi, certains vendredi avant-midi, d'autres vendredi après-midi. C'est la 4e nuit qu'on passe dans le noir, donc on a une pensée pour eux. Dans quelques instants, les sports. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Côté sport, les pluies diluviennes et les forts vents qui ont causé de nombreuses pannes de courant partout en Chaudière-Appalaches ont considérablement nui aux activités de la Ligue de hockey Côte-du-Sud Coors Light. En effet, les 3 matchs qui devaient avoir lieu le vendredi 1er novembre à Saint-Damien, Saint-Gilles et Saint-Jean-Port-Joli ont été reportés à une date ultérieure pour cette raison. Ce faisant, une seule rencontre a été disputée le dimanche 3 novembre à l'Aréna de Saint-Charles. Pour l'occasion, les éperviers recevaient la visite du Fondation BA de Trois-Pistoles. Les visiteurs, menés à l'attaque par Kevin Lévesque et Carl Thibault, qui ont amassé 1 but et 1 aide chacun, ont signé un gain de 4-2. Après que Carl Thibault ait inscrit son 2e filet de la saison à 11 minutes 2 en première période, Lévesque a doublé l'avance des siens en complétant une manœuvre de Samuel Charon et Carl Thibault
à 12-3 de la période médiane. Après que Steven Gagnon a rétréci la marque pour les Éperviers en début de troisième période, Jonathan Moret a redonné une avance de 2 points à 3 pistoles en complétant un jeu amorcé par Kevin Lévesque à 7-48. William Labbé a redonné espoir aux siens lors d'un avantage numérique à 13-48, mais un filet de Jeffrey Desjardins à 19-32 a scellé l'issue du match pour la formation du Fondation BA, qui a dirigé 33 tirs vers la cage de Dwayne Rodrigue des Éperviers. Son vis-à-vis, Charles-Olivier Lévesque, a stoppé 29 des 31 rondelles dirigées vers lui. Les 3 étoiles de la semaine, avec un but et une aide chacun, Carl Thibault et Kevin Lévesque, méritent donc les titres de première et deuxième étoile de la semaine. Avec 2 passes, Steven Gagnon des Éperviers reçoit la 3e étoile. Prochain match, 6 rencontres seront à l'affiche le week-end prochain dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Vendredi 8 novembre, Lotbinière joue à Sainte-Marie à 20h45, Saint-Charles à Saint-Joseph à 21h, la Pocatière est à Montmagny à 21h, Saint-Jean-Port-Gély à Saint-Pascal à 21h. Samedi le 9 novembre, Saint-Joseph est à Trois-Pistoles à 19h30 et Sainte-Marie joue à Saint-Damien à 19h30. L'Everest a vaincu le Titan de Princeville 6-5 en tir de barrage à la maison vendredi soir et s'est toutefois incliné 8-0 du côté de Longueuil dimanche après-midi. L'Everest recevait la visite du Titan de Princeville et la partie n'avait pas commencé comme les hommes de Simon Olivier l'espéraient. Après un peu plus de 20 minutes de jeu, l'Everest tirait de l'arrière par la marque de 5-0. Alors que les partisans n'y croyaient presque plus, l'Everest a trouvé une façon de revenir dans le match pour finalement l'emporter 6-5 en tir de barrage. Olivier Pouliot, Louis-Daniel Miville, William Dumont, Dominique Cormier et Alexandre Gagnon ont tous touché la cible pour permettre à l'Everest d'amener le match en prolongation et en tir de barrage par la suite. Alexandre Gagnon, William Dumont et Dominique Cormier ont été les marqueurs en tir de barrage. Dimanche, l'Everest visitait le Collège français de Longueuil, mais les Longueuillois n'ont fait qu'une bouchée des hommes de Simon Olivier, l'emportant 8-0. Ce fut un match difficile, mais l'équipe pourra se reprendre vendredi contre le Titan de Princeville, alors que l'Everest leur rendra visite. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 135 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. On aura également les heures de la marée et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Bête à Séguin, un fromage de caractère, audacieux, assumé, sans compromis, 100% authentique de l'île aux grues, avec des arômes de foin de ferme, très fondant en bouche et légèrement piquant. La Bête à Séguin, un fromage exceptionnel de notre terroir régional chez les commerçants en alimentation de la région. Alors, à la météo, hier, vraiment une belle journée. Là. Écoutez, à peu près en début d'après-midi, au milieu d'après-midi, là, c'était 8 degrés. Et pour m'être un peu promené en ville, là, les gens marchaient, se promenaient. Alors, on a profité de cette belle journée d'automne, j'espère, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins drôle. Si on regarde l'image de radar, bien, vous voyez cette masse nuageuse. Et ce que vous voyez en bleu foncé, eh bien, c'est de la pluie. Mais ce que vous voyez en bleu pâle, c'est de la neige. Alors, il faut se faire une idée, là, que la neige est à nos portes. Donc, il faut penser à la pose de pneus d'hiver. Mais cette semaine, là, il n'y aura pas de précipitation là, pour faire du stress, là, pas du tout. Mais quand même,
il faut penser que l'hiver s'en vient et il faut se munir de bons pneus d'hiver pour s'assurer d'être et de rouler en toute sécurité. Donc, ça nous donne de la pluie intermittente pour aujourd'hui, avec des vents du sud de 20 km/h en rafale à 40. Température stable à près de 6 degrés pour Montmagny-Lillet, 9 pour la Pocatière. On va aller faire un tour à la Pocatière, c'est beaucoup plus beau. 6 à Saint-Paul-de-Montmagny et 6 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, de la pluie intermittente, c'est vers minuit, généralement nuageux par la suite avec 60 % de probabilité d'averse de neige. Vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, minimum de -1. Refroidissement éolien, -8 au cours de la nuit. On va commencer à en parler. Vous savez qu'on parle de l'été, de cette température qui est beaucoup plus chaude en raison du facteur humidex. Eh bien, l'hiver, c'est le refroidissement éolien. Donc, ce sera froid au cours de la nuit avec un minimum prévu de -8. Pour demain, mercredi, alternance de soleil et de nuages, 60 % de probabilité d'averse de neige le matin, des vents d'ouest de 30 km/h avec des rafales à 60, température stable à près de 0. Refroidissement éolien, -8 le matin. Pour la nuit de mercredi à jeudi, c'est de la neige intermittente avec un minimum de -2. Et pour jeudi, eh bien, c'est de la neige ou de la pluie avec un maximum de 3 degrés. Mais n'ayez crainte, ce sera plus sous forme de neige fondante, -1 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, c'est de la pluie ou de la neige, du temps venteux, avec un minimum de -4. Pour vendredi, neige intermittente avec un maximum de -1 pour Montmagny-Lillet et -4 pour Kamouraska. Je vous ai dit maximum. Pour la nuit de vendredi à samedi, c'est un ciel dégagé, minimum de -7. Et samedi, encore un ennuagement avec un maximum de +1 degré. La nuit de samedi à dimanche nous annonce du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de -4. Et pour dimanche, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum de -1. Pour la nuit de dimanche à lundi, nuageux, 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de -7. Et pour lundi, la semaine débute sous les nuages avec 60 % de probabilité d'averse de neige et un maximum de -3 degrés. Donc, en résumé, là, c'est pratiquement du temps nuageux avec des précipitations tout au cours de la semaine. Pour les normales de saison, elles sont de 4 le jour et -4 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h30 ce matin, se couchera à 16h21. La température la plus élevée a été enregistrée en 2008 avec 17,1 degrés et la plus basse en 2002 avec -5,3 degrés. Les précipitations maximales, on a reçu en 2010 28,3 mm de pluie. En 2004, on a reçu 17 cm de neige. Donc, on va se consoler. Et en 2001, c'était moins de 1 cm, donc c'est à peu près le même scénario que cette année. Aucune précipitation hier. Le maximum enregistré hier a été de 6,1 degrés et le minimum au cours de la nuit dernière de 0,7 degrés. La pression barométrique est à 102,0 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est actuellement à 85 % et les vents soufflent de direction sud-sud-est à 15 km/h. Maintenant, pour les heures de la marée, pour ce mardi 5 novembre, elle était basse à 6h01 ce matin. Elle sera haute à 11h41. De nouveau basse à 17h58 ce soir et haute à nouveau à 23h54. Pour l'état des routes maintenant, il fait 7 degrés actuellement et le temps est nuageux. Pour l'état des routes, eh bien, comme vous le constatez, c'est sur le réseau routier pour toutes les routes, soit l'autoroute 20, la 132, qui mène de Lévis vers Rivière-du-Loup, et pour toutes les routes secondaires qui mènent au sud du comté de Lillet ou du sud de la MRC de Montmagny et de Lillet. C'est beau, c'est sur pavage partout. Il n'y a aucun problème. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour la prochaine semaine, qui sont un peu encourageantes, mais ce sont des prévisions à long terme, donc différents systèmes qui nous affectent peuvent changer de trajectoire et alors là, nous apporter peut-être des périodes ensoleillées. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 5 novembre 2019, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 5 novembre. Eh bien, c'est la fête aujourd'hui à Audrey Lachance. C'est de la part de Louise et de Michel. Donc, bon anniversaire Audrey Lachance en ce 5 novembre. Bon anniversaire à Daniel Pelletier qui travaille chez Montel. C'est de la part de Coralie Guylaine et sa mère Lise, ou votre mère Lise, donc, et Daniel Pelletier, parce qu'il y a un autre Daniel Pelletier qui est le spécialiste du vin, qui réside maintenant à l'île aux Grues. Alors, c'est Daniel Pelletier qui travaille chez Montel, c'est important de le mentionner. Alors, Coralie Guylaine et votre mère Lise qui vous souhaitent bon anniversaire. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement, vous le faites en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, donc 281-1313, poste 229. Ça nous fait toujours plaisir de souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui et que je ne l'ai pas souligné, bien, c'est tout simplement que c'est qu'on n'a pas eu de téléphone pour vous. Alors, il faut remédier à ça rapidement. C'est un segment de programmation qui vous appartient. Et vous savez, parmi tous les fêtés de la semaine, à chaque vendredi, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. C'est un beau cadeau, ça se prend bien. Pierre Paulus, c'est son anniversaire aujourd'hui, député conservateur de la circonscription de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, à la Chambre des communes du Canada. Il a 50 ans, il a été réélu récemment. Geneviève Simard, ex-membre de l'équipe nationale de ski alpin, elle a 39 ans. Brian Adams, chanteur canadien, 60 ans. Robert Piché, ex-pilote de ligne, Air Transat, 67 ans, qui a fait l'effet d'un film d'ailleurs pour son sauvetage ou son atterrissage forcé il y a de cela quelques années. Et Pierre Dufault, ex-commentateur sportif et auteur, il a 85 ans aujourd'hui. Et on se souvient des personnes disparues le 5 novembre, entre autres en 2013, Charlie Trotter, 54 ans, le chef qui a révolutionné le milieu de la gastronomie aux États-Unis. Carole Cloutier, décédée en 97, 55 ans, interprète qui a dirigé plusieurs revues et chanté dans le film Les Ploufs. Et enfin, en 82, décédé Jacques Tati, 74 ans, cinéaste et acteur français. Voilà ce qui complète les anniversaires de ce 5 novembre. Dans quelques instants, on vous présente une chronique ornithologique en compagnie de Jocelyn Landry. Et en dernière partie de notre émission, nous recevons le président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, M. Pascal Dubé, qui viendra nous parler. Il a émis un communiqué. C'est Pascal Côté, pardon, donc président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud. Il viendra nous parler de ce projet de loi 40 du ministre Roberge. Donc, ce sera très intéressant, cette entrevue avec Pascal Côté. Très important de corriger. Dans quelques instants, voici Jocelyn Landry. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, mon nom est Jocelyn Landry. Aujourd'hui, je vous invite à une chronique ornithologie ayant pour but, oui, de vous faire découvrir ce passe-temps qui est l'observation d'oiseaux, mais aussi de vous faire connaître des endroits typiques de la région où on peut observer les oiseaux. On compte 250 espèces différentes d'oiseaux dans la région. Et aujourd'hui, l'endroit que je vous fais visiter est peut-être un petit peu plus difficile d'accès. Il s'agit des îles.
Retenez qu'en face de Montmagny, nous avons un archipel qui compte 21 îles et je vais vous les présenter aujourd'hui en faisant un petit clin d'œil à un lien intime entre les îles et les oiseaux. D'ailleurs, vous allez découvrir que plusieurs îles portent des noms d'oiseaux. La première des îles que je vous présente, vous la connaissez peut-être, c'est une des îles qu'on peut aborder quand même assez facilement l'été. C'est la Grosse-Île, le lieu historique national. De toutes les îles de l'archipel, ce n'est pas la plus grosse, mais c'est la plus grosse de 3 îles qui appartenaient au même propriétaire, puis entre eux, ils l'appelaient la Grosse-Île, de là son nom. Et c'est une des îles qui était la plus abordable par bateau, donc une île auquel on pouvait avoir accès assez facilement. Donc, sur Grosse-Île, intéressant de voir que ça a été pendant 105 ans, il y a eu une quarantaine humaine, il y a eu l'époque de la guerre où on a fait des études à Grosse-Île, où c'était top secret. Ensuite, il y a eu la quarantaine animale dans les années 70. Bref, l'île a toujours été un véritable mystère, un lieu plus difficile d'accès. Bien que ce soit une des plus faciles à avoir accès par bateau, c'est une des plus difficiles quand même de par la restriction, soit avec, à une certaine époque, Agriculture Canada, Parc Canada. Donc, c'est des îles qui sont bien protégées et donc peut-être parfois moins faciles d'accès pour les oiseaux. Retenez que depuis maintenant quelques années, Parc Canada offre la possibilité d'un sentier forestier que vous pouvez visiter par vous-même en visite libre qui vous permet de visiter la partie nord du secteur ouest de l'île. Pour ceux qui ont déjà visité la Grosse-Île, vous avez peut-être vu le cimetière en lien avec l'histoire des Irlandais. Derrière ce cimetière, une forêt magnifique où les arbres n'ont jamais été coupés. On retrouve des chênes, des arbres immenses et aussi beaucoup de chicots, beaucoup d'arbres morts. Et au Québec, on a une fâcheuse habitude qui date de nos origines, là, qui est celle de couper les arbres morts comme dans un jardin. Et malheureusement, ça enlève des chances à nos oiseaux de pouvoir nicher en cavité. Dans les îles, chaque chicot trouve la présence d'un nid. En fait, les oiseaux ont tendance à utiliser ces chicots pour aller nicher. Donc, les pics font des trous et d'autres espèces profitent de ces trous pour nicher. J'ai déjà parlé avec vous lors d'une chronique précédente des canards qui nichaient dans les cavités. Bien, il existe bien d'autres espèces qui profitent de ces cavités. Donc, Grosse-Île, c'est un bon endroit pour les oiseaux de forêt et aussi puisqu'il n'y a pas de prédateurs dans nos îles. Il n'y a pas de coyotes, de moufettes, de renards. Donc, les oiseaux sont eux-mêmes au sommet de la chaîne alimentaire. Je pense entre autres aux oiseaux de proie. Et l'abondance d'oiseaux dans les îles fait que aussi certaines espèces qui normalement auraient été moins enclins à nicher les unes près des autres sur la terre ferme acceptent volontiers sur les îles de nicher à proximité. Donc, ils ont abondance de nourriture, pas de prédateurs dans l'île. Donc, ce sera un phénomène assez typique là, à la Grosse-Île et à quelques autres îles de l'archipel de voir cette présence un peu plus abusive, si je pourrais dire, d'espèces comme le bruant chanteur qui, normalement, nicherait loin l'un de l'autre et là, qui accepte de nicher un peu plus près. Bref, un typique comportement des îles. Donc, Grosse-Île, lieu historique national, avec un sentier qu'on peut emprunter pour aller observer les oiseaux. La plupart des îles de l'archipel sont des clubs de chasse privés, utilisés seulement à l'automne, lors de la période de chasse à la sauvagine, qui débute à la mi-septembre jusqu'à la fin octobre, parfois début novembre. Donc, l'activité dans les îles, oui, elle est difficile d'accès pour le commun des mortels qui voudrait y aller, mais en même temps, pour nos oiseaux, ça en fait un véritable paradis, une réserve, si on peut dire, puisque vous avez d'un côté le Cap Tourmente et vous avez l'immensité du fleuve. Donc, c'est un endroit très important pour nos oiseaux, l'archipel de Montmagny. Il y a peu de yeux et d'oreilles pour aller identifier les oiseaux qui sont là, mais il nous est arrivé souvent au quai de l'île aux Grues, le seul village accessible dans l'archipel en bateau. Donc, vous traversez avec le traversier, vous allez sur la Grosse-Île. Il nous est déjà arrivé de voir des oiseaux aussi rares que le pélican brun, l'avocette d'Amérique. Donc, ici, dans la région, moins d'observateurs d'oiseaux, mais quand même plusieurs espèces d'intérêt à observer. Je vous disais qu'il y avait 250 espèces sur le territoire des îles qui ont été observées. Il y a 110 personnes qui vivent à l'année à l'île aux Grues, pour mettre les choses en perspective. L'île aux Grues,
C'est un endroit où on va avoir de l'agriculture, donc un habitat agricole qui permettra différentes espèces comme les oiseaux de proie. On voit souvent le hibou des marais, le busard Saint-Martin qui vont évoluer au-dessus des terres agricoles. Vous allez retrouver aussi le grand héron. À l'île aux Grues, les premiers Européens ont nommé les oiseaux en fonction des oiseaux qu'eux connaissaient en Europe. C'est comme ça que mon père va parler du rouge-gorge, alors que de nos jours, on va parler du merle d'Amérique, mais c'est un peu un clin d'œil à l'ancien français. Le rossignol est en fait un bruant chanteur. Donc, c'est intéressant de voir que les premiers Européens ont vu les hérons sur les battures et les ont nommés grues, donc de là le nom de l'île aux Grues. Nous avons quand même déjà observé des grues de passage sur l'île, mais c'est un phénomène plutôt rarissime. Les hérons nicheront dans l'archipel sur certains rochers, sur certaines des îles. On a aussi la nidification non confirmée encore de l'aigle à tête blanche, qui est fortement, c'est un oiseau qui est fortement répandu sur le territoire présentement. Souvent va s'alimenter à marée baissante des carcasses de poissons sur les battures. Je pense entre autres à une espèce de symbiose qu'il y a entre les pêcheurs d'esturgeons qui vont éviscérer leurs poissons et qui seront attendus sur une marée en fonction de l'aigle à tête blanche qui, lui, se nourrit de charognes. Donc, on voit ça à l'occasion des aigles à tête blanche qui évoluent au-dessus de nos têtes dans le paysage depuis quelques années. Donc, c'est un phénomène assez nouveau. Donc, 21 îles, on pense à l'île aux Canards, à l'île de la Corneille, hein, vous entendez ces noms d'oiseaux qui est plutôt évocateur. La particularité de nos îles, je vous l'ai dit, c'est le fait qu'il n'y a pas de prédateurs, donc une chance pour nos oiseaux de pouvoir nicher au sol. Même si la végétation le printemps ne cache pas encore les nids, les canards peuvent avoir un succès de ponte dès la première nichée. Il y a ce phénomène-là que nos îles, on n'y retrouve pas de prédateurs, mais quelque chose d'intéressant avec nos îles, c'est cette limite nord-sud. Je vous ai dit que nos oiseaux arrivent du sud et face à l'immensité du fleuve, vont souvent être contraints ici à Montmagny ou dans nos îles, et au Cap Tourmente, sinon, qui est un haut lieu d'observation d'oiseaux. Sinon, les montagnes de la Rive-Nord font un véritable mur, si on peut dire. C'est comme si la région ici, on était un cul-de-sac pour nos oiseaux qui arrivent du sud. Donc, c'est une belle limite nord-sud de la région, mais c'est aussi une limite est-ouest. Nous sommes ici au mélange des eaux douces et des eaux salées du fleuve Saint-Laurent. La plante qu'on retrouve sur nos battures, la plante verte derrière nous sur la batture, c'est le cirpe, S-C-I-R-P-E. C'est une plante qui pousse abondamment au mélange de l'eau douce et salée. Ce n'est pas la spartine qu'on retrouve dans le Bas-Saint-Laurent, c'est une autre plante qu'on a ici qui est le cirpe. Donc, au mélange des eaux douces et des eaux salées, on a ces oiseaux adaptés à l'habitat. On pense aux grandes oies des neiges là, qui est vraiment la vedette sur le territoire. D'ailleurs, à ce propos, je vous dirais que les 21 îles ont été longtemps un paradis au Québec pour la chasse à la sauvagine. Il existait dans les années 80 une vingtaine de pourvoyeurs, des gens qui offraient des forfaits de souper, coucher, petit déjeuner et de chasse aux oies blanches. Et ça se passait le plus souvent à l'île aux Grues. De moins en moins, on a des pourvoyeurs ici dans le secteur. Les temps ont changé. Les chasseurs, l'automne, vont profiter de l'arrivée des oies au lac Saint-Jean, un endroit nouvellement sur la carte de nos oies blanches lors de leur migration. Et c'est dans les champs, dans les terres agricoles, que là-bas se fera la chasse d'automne. Et il y a quand même de la chasse qui se fait dans nos îles ici. C'est quand même l'activité économique, une des plus importantes après l'agriculture à l'île aux Grues. C'est les pourvoiries qui sont vraiment l'activité économique d'automne la plus importante. On va commencer très tôt le printemps à creuser les trous pour installer les caches pour la chasse. On entraîne des chiens rapporteurs parce qu'on dit que tout bon chasseur devrait avoir son chien rapporteur. Question de ne pas laisser le gibier flotter sur l'eau. Le chien va sauter dans l'eau glacée, souvent des labradors là, qui seront entraînés pour rattraper le gibier pour pas qu'il y ait de gaspille. Hein. Selon la loi aussi, c'est important de respecter le gibier. Donc, à l'île aux Grues, une très grande prédominance de la vedette qui est la sauvagine. Donc, j'ai connu les îles, beaucoup l'île aux oies, à cause d'un travail d'été qui consistait à baguer, à marquer des canards. Et je peux vous dire que j'en ai bagué de toutes les espèces, là, donc y compris des canards branchus qui vivent dans les arbres. C'est pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de forêts là-bas. Je vous ai parlé tantôt des chicots. Bien, c'est grâce au fait qu'on a des chicots, des arbres morts, qu'on peut retrouver des oiseaux comme les canards branchus.
Pour une famille vivant à l'île aux Grues, au début de la colonie, je pense à la bâture qui unit l'île aux Grues à l'île aux Oies. La famille Moyen qui s'installait là en 1645, c'est un peu grâce à cette occupation-là qu'on peut parler des fêtes du 375e de Montmagny qui s'en vient. Il faut savoir que les oiseaux ont joué un rôle important, je le dis souvent, là, dans l'alimentation. Donc, les premières familles ont profité de la migration du printemps pour avoir une viande fraîche qui tombait du ciel, mais aussi l'automne, on pouvait faire des réserves. D'ailleurs, il y a une île qui s'appelle l'île aux Canots, où il y a une famille qui vivait de façon autarcique. Ils vivaient de la chasse, de la pêche, de l'agriculture. Ils construisaient avec un moulin à scie leurs propres embarcations, la famille Lachance, et eux partaient, traversaient un 20 km au nord et allaient sur les battures au large des Rochers Rouges, donc de l'autre côté du fleuve, où on pouvait aller sur les battures plates. On avait des caches en pierre, donc voûtées. C'était des espèces de grottes là, où la famille s'installait pour passer le petit matin en attendant la chasse, et on tuait de grandes quantités d'oiseaux qu'on faisait sécher par la suite ou qu'on encanait pour l'hiver, et on pouvait passer l'hiver avec une bonne provision d'oiseaux. D'ailleurs, les fouilles archéologiques faites par Marcel Moussette à l'île aux Oies ont révélé que la pièce qu'on retrouvait le plus souvent dans nos fouilles, c'était des os vides, des os d'oiseaux, puisque les oiseaux ont les os vides, et souvent bouillis. Donc, on mangeait la sauvagine. C'était vraiment au cœur de l'alimentation des premiers Français. Dans l'archipel, on peut retrouver, oui, plusieurs canards d'intérêt, même la sarcelle à aile bleue qui vient du Brésil, le canard noir qui est dans le monde, c'est l'endroit où on le retrouve en plus grande concentration ici dans l'archipel. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bien, tous les petits oiseaux que vous voyez sur la côte du Sud qui sont présents en secteur forestier, parce qu'on a quand même un grand couvert forestier dans nos îles. Beaucoup de chênes n'ont pas été coupés, contrairement à la côte du Sud. Donc, on retrouve un habitat favorable à la présence de bon nombre de parulines, exemple. Donc, les oiseaux que vous allez observer à l'île aux Grues ne sont pas si différents de la quantité d'espèces qu'on va voir au Cap Tourmente, qui est juste à quelques kilomètres à peine de l'île aux Grues. Donc, de faire une journée d'observation puis de voir jusqu'à 80 espèces d'oiseaux, ça s'est déjà fait. Donc, la bâture de l'île aux Grues révèle de bien bons sites d'observation, un camping privé. Donc, c'est l'île qui est vraiment accessible. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 21 îles, presque tous des clubs de chasse privés. Les 2 îles que vous avez accès, c'est la grosse île, sinon le village de Saint-Antoine de l'île aux Grues. Sur l'île aux Grues, vous allez traverser l'été avec votre vélo. On ne conseille pas de transporter la voiture. Il y a parfois des autos qui attendent pour le retour du lendemain. Alors, ce n'est pas l'idéal de transporter sa voiture puis de la remettre tout de suite dans la file d'attente. Je pense que pour faire de l'observation d'oiseaux, vous pouvez traverser très léger, soit à pied, soit avec l'avion aussi, ça se fait très bien. Et puis si vous profitez d'un gîte sur l'île, on peut vous accueillir à partir du quai et vous accompagner, vous fournir un transport qui va vous emmener jusqu'à votre gîte ou votre auberge. Lorsque vous allez être présent dans l'île aux Grues, vous allez voir l'évidence entre les insulaires, le lien entre les insulaires et les oiseaux. Je vous ai nommé tous les noms d'oiseaux qui étaient des noms d'îles, mais aussi, vous allez voir aussi la présence de mangeoires d'oiseaux un peu partout dans l'île. Ça aide à égayer nos longues journées d'hiver, mais aussi les poteaux électriques ont presque tous un nichoir pour l'hirondelle. L'hirondelle qui, comme on le sait, va manger des tonnes de moustiques pendant une journée. Donc, vous allez voir aussi à l'île, il y a quelques années, on faisait un rendez-vous de l'ornithologie. C'est important pour les gens de l'île, l'avifaune. Donc, faute d'avoir du gros gibier, on chasse les oies blanches, mais on les observe aussi. Alors, vous allez voir que c'est un endroit tranquille. Vous avez le parc Jean-Paul Riopelle à l'ouest de l'île qui vous offre des sentiers ombragés pour aller faire vos observations. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec le bureau touristique de Montmagny pour plus de détails, le bureau qui se trouve directement sur le quai. Pour ma part, c'était un plaisir aujourd'hui de vous présenter l'archipel et le petit lien qu'il y a entre les îles et les oiseaux. Je vous invite à une prochaine chronique ornithologie. Mon nom est Jocelyn Landry. Au plaisir!
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 5 novembre. Eh bien, c'est Luminaire Futura sur le boulevard Taché à Montmagny qui crie « Au secours! Nous recherchons activement commis vendeur ou commis vendeuse à temps plein. Expérience dans la vente, avoir le sens et le goût de la décoration, recevoir la marchandise, installer des luminaires, préparer les commandes pour livraison, faire l'inventaire. Alors, on recherche une personne débrouillarde, bien sûr, autonome, grande capacité à assurer le suivi, à régler les problèmes, grande capacité d'apprentissage, facilité dans les escabeaux, surtout vouloir travailler le samedi en rotation. Donc, ça vous intéresse, vous téléphonez chez Luminaire Futura au 248-73-35 en demandant Suzanne. Ou encore, vous pouvez aller directement porter votre curriculum vitae chez Luminaire Futura, ce beau magasin de luminaires sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Humano Médical, une belle entreprise qu'on a eu le plaisir de visiter la semaine dernière, qui est à la recherche actuellement d'opérateurs, opératrices d'usine, quart de jour et de soir, opérateurs, opératrices spécialisés robots soudeurs, quart de soir. Donc, vivez la croissance humano, joins-toi à une équipe grandissante et on offre des conditions de salaire extrêmement intéressantes, 19,17 $ comme opérateur, opératrice d'usine ou encore 22,10 $ l'heure pour opérateur, opératrice spécialisée, plus une prime quart de soir de 2,15 $ l'heure. Donc, des conditions de travail extrêmement intéressantes dans un environnement dynamique. Ce sont des jeunes. D'ailleurs, vous aurez le plaisir de voir à compter de jeudi un public reportage qu'on a réalisé la semaine dernière qui vous sera présenté ce jeudi chez Humano Médical. Donc, si ça vous intéresse, Humano Médical à Lillet, donc vous faites parvenir votre curriculum vitae chez Humano Médical à Lillet. Prolam Cap-Saint-Ignace, qui est situé ou est bien installé au Cap depuis 1997, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, est présentement à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes et journaliers et journalières pour relever des défis de maintenance diversifiés. Donc, ces emplois à combler sont à temps plein permanent. La formation à ces postes de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très
compétitive et l'environnement structuré. Donc, si un de ces emplois vous intéresse ou encore d'autres domaines, vous n'avez qu'à présenter votre curriculum vitae chez Prolam à Cap-Saint-Ignace ou encore l'envoyer par courriel à prolamflore.com. Donc, une belle entreprise, c'est rh@prolamflore.com. C'est bien l'adresse prolamflore.com, c'est le site Internet. D'Aquam, maintenant, c'est le bois. Chez Bois d'Aquam, on a une longueur d'avance. On recherche actuellement des manœuvres, mécaniciens industriels, mécaniciens machinerie fixe, techniciens en contrôle qualité, techniciens en électronique et programmation. Alors, c'est à l'usine de Saint-Just-de-Bretonnière, une autre belle entreprise, un autre beau fleuron de notre région qui est à la recherche de personnel. Donc, si ça vous intéresse, vous faites parvenir votre curriculum vitae à sophie.litalien@daquam.com. Donc, l'adresse courriel qui est au bas de l'écran. Faites parvenir votre curriculum vitae à sophie.litalien@daquam.com, où je vous dis toujours la même chose. Vous pouvez aller présenter directement votre curriculum vitae à l'entreprise Bois d'Aquam de Saint-Just-de-Bretonnière. Un autre beau fleuron de la Côte-du-Sud, Marquis Imprimeur, qui est à la recherche actuellement de conducteurs de plieuses, opérateurs de colleuses, pressiers numériques, conducteurs de brocheuses, aides-reliures, margeurs, opérateurs de cellules de finition robotisées, opérateurs de cellules d'impression et d'assemblage numérique, expéditeurs, caristes. Un de ces emplois vous intéresse, eh bien, vous vous présentez chez Marquis Imprimeur à Montmagny ou encore, vous pouvez téléphoner au 418-241-1760 pour avoir plus d'informations sur Marquis Imprimeur, une autre belle entreprise de la région. Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Donc, si vous allez sur le site du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, lecar.ca, vous allez voir qu'on est à la recherche actuellement de plusieurs personnes pour combler, entre autres, des emplois chez Opérateur Robot, chez Chabot Carrosserie, c'est à Montmagny. À Lévis, on recherche des gens pour soit adjointe administrative ou agent service à la clientèle pour une clinique de l'audition. On recherche également à Saint-Jean-Port-Joli menuiserie authentique des chargés de projet ébénisterie ou encore menuisier ébéniste ou ouvrière à la finition scellant. Donc, c'est à la menuiserie authentique de Saint-Jean-Port-Joli. Chez Montel, on recherche des ajusteurs opérateurs presse plieuses et journalières, donc c'est à Montmagny. On recherche un officier municipal adjoint à Saint-Just-de-Bretonnière, commis à la vente au service à la clientèle à Montmagny, cuisinier à Montmagny, préposé aux bénéficiaires, conducteur de classe 3, mécanicien de véhicules lourds, opérateur de robots, journalier pour tous ces emplois sont disponibles actuellement à Montmagny. Vous pouvez obtenir plus d'informations au service de placement du CAR de ces 4 points de service à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez rejoindre le Centre d'aide en recherche d'emploi à Montmagny-Lillet au 418-248-95-59 ou pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-95-59, lecar.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 28 octobre 2019, à l'âge de 103 ans, est décédée Mme Étiennette Proux, fille de feu M. Napoléon Proux et de feu Dame Étiennette Gagné.
Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le jeudi 7 novembre, de 19 à 21 heures, et vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré le vendredi 8 novembre à 11 heures en l'église de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Le 31 octobre dernier, le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, le CSQ, tenait à exprimer par voie de communiqué son profond mécontentement face au projet de loi numéro 40 qui déconsidère ouvertement, selon lui, les enseignantes et enseignants en réduisant leur espace décisionnel, en amoindrissant la portée de leur jugement professionnel et de leur autonomie tout en essayant de leur imposer sournoisement et à la pièce des éléments d'un ordre professionnel. Il s'agit de la recette parfaite pour accentuer la pénurie et la désertion de la profession enseignante, a déclaré M. Pascal Côté, président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, qui est avec nous ce matin. M. Côté, bonjour. Bonjour, M. Montminy. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon. Alors, on a du temps pour jaser de ce projet de loi numéro 40 et on voit, et ça se lit clairement, que le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud n'est pas en faveur de ce projet de loi. Pas du tout. Pas du tout. Expliquez-nous pourquoi. Écoutez, comme c'est indiqué dans le communiqué, sous le couvert de dire on restructure ou on abolit les commissaires, les commissions scolaires, le ministre en profite pour entrer dans la loi un paquet de dispositions qui nous touchent directement dans notre jugement professionnel, les enseignants, dans notre autonomie professionnelle, dans nos formations, dans le choix des formations qu'on a à faire en formation continue. Et tout ça, c'est une gifle qu'on reçoit en pleine face de la part d'un ancien collègue. On sait que le ministre Roberge, c'est un ancien enseignant. Pour nous, ça ne fait aucun sens. Tout ce qu'on entend, c'est l'abolition des commissions scolaires ou des conseils de commissaires, parce qu'on sait qu'il veut modifier la structure, mais il en profite pour nous entrer dans la gorge un paquet d'éléments. On va y revenir, M. Côté. D'abord, quel est le lien entre le syndicat de l'enseignement et les commissions scolaires? Comment ça se passe entre vous? Bien, écoutez, nous, on représente, le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud représente les enseignantes, les enseignants de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. On travaille avec la partie patronale, faire avancer les dossiers, que ce soit la défense des droits de nos membres, que ce soit d'un point de vue pédagogique, en fait, tout ce qui a trait à l'enseignement. Donc, on travaille régulièrement avec les représentants de la commission scolaire. Ça se passe bien? Ça se passe assez bien, évidemment. Je ne vous dirai pas qu'on est d'accord sur tout, mais en règle générale, quand on s'assied et qu'on discute et qu'on apporte des points de vue, qu'on apporte des arguments, bien, on finit par s'entendre. C'est ce qui est intéressant. OK. Et pour vous, le fait que les commissions scolaires disparaissent, ça se passerait comment? Avec qui? Avec qui vous auriez à négocier ou avec ce que vous venez de nous mentionner? Dans le projet de loi 40, ce que le ministre fait au niveau des commissions scolaires, c'est de changer le conseil des commissaires pour un conseil d'administration. C'est la partie politique. La partie administrative, avec les gens avec qui on travaille habituellement, que ce soit le directeur général, les services de ressources humaines, le service pédagogique complémentaire, ainsi de suite, ces gens-là demeurent. On a toujours des interlocuteurs en avant de nous. C'est la partie politique qui modifie. Donc, il prend un conseil d'administration au lieu d'un conseil des commissaires, où il y aura essentiellement les mêmes pouvoirs que le conseil des commissaires. Sauf que les membres du conseil d'administration, on parle de parents qui sont nommés par les membres des conseils d'établissement, on parle d'avoir du personnel, on parle d'avoir des membres de la communauté autour de la table. Ça, ce sera la partie politique de ce qui s'en vient. Et pour vous, remplacer les commissaires. Pour vous, ça changerait quoi, M. Côté? Pour nous, ce que ça change à l'usage, d'abord, actuellement, ce qu'on constate
c'est que ce gouvernement-là a une tendance assez développée à recentraliser les pouvoirs à Québec. On le voit avec ce qui se passe avec la Régie de l'énergie pour les tarifs d'Hydro-Québec. On le voit avec ce qui se passe au niveau de la gestion du fonds vert. C'est perfectible, on s'entend, mais de là à abolir et ramener les pouvoirs au Conseil des ministres, on le voit aussi avec ce qu'il veut faire avec les commissions scolaires, parce que le ministre se donne le pouvoir d'intervenir dans les commissions scolaires, d'une part. D'autre part, si on veut modifier la structure politique, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir une véritable démocratie scolaire, un véritable contre-pouvoir. Actuellement, les commissions scolaires, on les entend plus ou moins, c'est normal, sont sur le respirateur artificiel depuis une dizaine d'années, avec les abolitions, fusions et tout ce qu'on a vu venir. Ça fait depuis Mario Dumont qu'on parle de l'abolition, de la possible abolition. En même temps, dans le dossier des maternelles 4 ans, par exemple, bien, elles ont pris la parole, elles ont été critiques de ce que le ministre veut faire. Il aurait pu l'être sur l'éducation à la sexualité, sur un paquet d'autres dossiers. Mais bon, on comprend qu'ils n'ont pas pu le faire. Mais c'est ça le contre-pouvoir démocratique. Ça, c'est un changement majeur. Un conseil d'administration, est-ce qu'il va avoir la légitimité de parler au nom des parents ou de la population qu'il représente? Est-ce que ça va être un contre-pouvoir par rapport à ce que les décisions vont être prises à Québec? On est loin d'être certain. Hier, débutaient les commissions parlementaires, justement, par rapport au projet de loi. Là. Oui. La commission scolaire était représentée. La Fédération des commissions scolaires du Québec était représentée. Est-ce que votre syndicat était représenté? Par le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud est affilié à la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ. Et hier après-midi, la CSQ était en commission parlementaire pour débattre du projet de loi. Et directement, la Fédération des syndicats de l'enseignement, affiliée à la CSQ, à laquelle nous sommes aussi affiliés, va être en commission parlementaire le 7 novembre. OK. Ils vont faire valoir leur désaccord par rapport à ce projet de loi? Les désaccords, les modifications qu'on souhaite y apporter, et etc. OK. Donc, si on ramène ça à ce que vous avez mentionné, ce que vous avez déclaré, c'est la recette parfaite pour accentuer la pénurie et la désertion de la profession enseignante. Oui. Pourquoi? Expliquez-nous. Qu'est-ce que ça peut changer? Je comprends que pour vous, c'est une négociation avec des gens différents. Au lieu que ce soit les commissions scolaires, ça peut être un conseil d'administration, des parents. Mais au niveau de vos membres, qu'est-ce que ça change exactement? On va prendre quelques éléments dont le ministre profite du projet de loi pour les introduire. Vous savez, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a eu tout un débat sur la manipulation des notes. Même que le ministre Roberge, dans l'opposition, avait fait grand éclat de cette possibilité-là, du fait qu'il y a des parents qui demandent qu'on majore les notes des enfants et que ça peut se faire, ainsi de suite. Passage, bon, la note de passage, mais plus. On sait que dans les écoles, il y a des pressions de la part de parents, notamment, qui disent « Bien, mon enfant, il ne peut pas avoir juste 70 dans telle matière parce qu'il veut s'en aller dans tel programme ou dans telle école privée. » Ça arrive, ça existe. On en a des témoignages de nos profs là-dessus. Bien, le ministre, dans le projet de loi, il vient légaliser le fait qu'on va pouvoir majorer la note d'un enfant avec une consultation de l'enseignant. On s'entend, là, une consultation. Je peux vous consulter où on va dîner ce midi. Ça se peut que j'ai déjà décidé le restaurant ou que je ne prenne pas votre choix. Donc, il légalise ce qu'il décriait, c'est-à-dire le fait qu'on pourra dorénavant majorer les notes sur simple consultation. Mais à qui ça appartient, l'évaluation des élèves? Ça n'appartient pas à la direction d'école. Ça appartient à l'enseignante ou à l'enseignant qui a eu cet enfant-là pendant 180 jours d'école, qui a fait les évaluations, qui a porté un jugement. Si ça ne vient pas dire, bien, on vous restreint dans votre autonomie, on restreint votre jugement professionnel, je ne sais pas où on s'en va. Mais pour nous autres, c'est frustrant. Ça n'a aucun sens qu'on permette à des gens qui n'ont pas côtoyé l'élève, sur simple consultation, de dire, ben oui, on va la modifier, la note. Pour nous, ça n'a aucun sens. OK. Cet élément-là, le ministre se donne le pouvoir... Mais c'est pas la note de passage. Là. Pas nécessairement la note de passage. Mais quel impact ça peut avoir de dire... Parce que c'est plus votre domaine que le mien. Oui. Là. Mais c'est quoi? Quel impact ça peut avoir? Je peux comprendre que la note de passage, ça, je comprends très bien. Là. C'est qu'un étudiant qui manque
son année par rapport à une note Oui. en bas de 60? Oui. C'est encore 60? Oui, c'est encore 60 la OK. note de passage. Alors, ça, je comprends l'impact là, pour l'enfant. Oui. Mais vous parliez de 70, là. Oui. Qu'est-ce que ça peut changer? Expliquez-moi. Il y a certaines écoles secondaires, que ce soit surtout des écoles secondaires privées qui sont subventionnées largement par l'État, ça, on le sait, qui ont des projets particuliers, qui sont sélectifs sur la base des moyennes, des notes, ainsi de suite, qui vont demander un certain niveau. Alors, le parent qui arrive à l'école et qui dit, bien, mon enfant, et je vous le répète, là, ça existe, mon enfant ne peut pas avoir seulement 72 parce qu'il ne sera pas capable de rentrer dans tel programme. Ça met de la pression sur l'enseignant pour qu'il modifie la note. Ça nous appartient comme enseignant. Pour nous, il n'est pas question que l'évaluation d'un enfant, des résultats d'un élève qu'on a eu pour toute l'année scolaire, soit modifiée sur simple consultation par la direction d'école. Et là, la porte est ouverte à ça. Et c'est extrêmement frustrant de la part d'un ancien collègue. Ça vient accentuer encore sur les épaules des enseignants la pression pour livrer des résultats, alors que l'évaluation, c'est comme votre médecin qui vous pose un diagnostic, bien, il pose un diagnostic. L'évaluation de l'enseignant, qui est formé pour ça, ça doit lui appartenir. Maintenant, si... Ça ne veut pas dire automatiquement qu'il va l'augmenter, là, même si le parent le demande. Non, mais ça veut... il peut avoir une forte pression. Disons qu'il y a de la pression et disons que c'est permis. Actuellement, ça ne l'est pas permis. Pour un ministre qui, quand il était dans l'opposition... OK, c'est pas permis actuellement. Actuellement, c'est pas permis. OK. L'évaluation nous appartient. Est-ce qu'il y a des pressions de la part de parents et direction d'école pour qu'on modifie à la hausse certains résultats, ainsi de suite? Oui. Mais ce n'est pas permis. Dorénavant, ça va être légal. Ça va être inscrit en toutes lettres dans la loi sur l'instruction publique que ça peut se faire. OK. Ça, c'est un point. Oui. Quels sont les autres points qui vous inquiètent? Les obligations de formation qui sont instituées par le ministre. Et ça, c'est encore frustrant. De la part, je répète, d'un ancien collègue. Il amène des modifications dans la loi sur l'instruction publique pour dire dorénavant, comme ministre, je vais pouvoir vous dire sur quoi vous allez vous former, comment vous allez vous former, vous allez être obligé, il pourra y avoir des sanctions. Il nous amène ça comme si de la formation continue, il n'y en avait pas. Les enseignantes, les enseignants, là, ils en font à la tonne du perfectionnement. Les journées pédagogiques sont remplies de formations qui sont données par la commission scolaire. Les enseignantes, les enseignants veulent aller dans des colloques pour se former, sauf que les budgets ne suivent pas, là, donc on ne peut pas en envoyer autant qu'on voudrait du personnel enseignant à se former, mais ils le veulent. Ils veulent aussi avoir du temps pour le faire. Le ministre nous amène ça comme si on ne le faisait pas. Il perpétue le mythe que les enseignantes, les enseignants, une fois qu'ils sont en poste, ils ne veulent pas se perfectionner. Sur une carrière de 35 ans, c'est faux. C'est faux? C'est faux, archi faux. Vous pouvez demander à n'importe quelle enseignante ou enseignant que vous rencontrez de la formation, ils en font. Pas nécessairement toujours à l'université, mais comme je vous disais, des formations données par les commissions scolaires sur différents cas d'élèves. Je ne sais pas, moi, un enseignant qui se retrouve du jour au lendemain avec des élèves autistes dans sa classe, qui n'est pas un spécialiste de ces problèmes-là. Par exemple, moi, je suis un enseignant en mathématiques. Bien, je vais vouloir me former, me donner des chances, savoir comment interagir avec cet élève-là. C'est normal. Et si je ne le faisais pas, je serais... Est-ce que c'est l'enseignant ou l'enseignante là, qui demande d'avoir une formation supplémentaire pour approfondir ses connaissances ou encore c'est imposé, je le mets entre guillemets, par les commissions scolaires? Actuellement... Qui demande aux enseignants et enseignantes de suivre la formation? En règle générale, là, les enseignants, ils veulent se former, ils veulent avoir des formations qui répondent à leurs besoins. Okay. Donc, ils vont les demander. L'enseignant qui se retrouve, comme je vous disais, dans sa classe avec 3 élèves autistes, je prends l'exemple autiste, là, mais ça pourrait être n'importe quel autre, il veut savoir quoi faire. Il veut avoir du support. Il veut être en mesure d'intervenir auprès de ces enfants-là. Évidemment, il ne veut pas que ça lui revienne complètement sur ses épaules. Il y a des structures à mettre en place.
mais il ne veut pas les laisser dans le coin à rien faire. Il veut savoir comment ça fonctionne. Je vous répète, moi, je suis enseignant en mathématiques. J'ai un baccalauréat en mathématiques. Vous avez enseigné? Vous avez, avant de devenir président oui, du syndicat, oui, je suis enseignant. J'enseigne plus, mais je suis toujours enseignant. OK. Donc, vous connaissez, vous savez de ce dont vous parlez? Oui. Vous connaissez le sujet? Oui, tout à fait. OK. C'est important, ça? Oui. Parce que vous avez vécu la profession. Tout à fait. J'ai vécu la profession. Puis j'ai encore des gens autour de moi et je jase régulièrement avec les enseignantes, les enseignants. Toujours, je les représente. Donc, oui. On va prendre une petite pause. Oui. On va poursuivre dans quelques instants parce qu'on parle beaucoup de pénurie d'enseignants actuellement au Québec. Effectivement. Ce que je comprends, c'est que ce n'est pas un incitatif ce matin, ce qu'on apprend, que ce projet de loi sur les commissions scolaires. Du tout. Donc, on en parle après la pause. On revient immédiatement avec M. Pascal Côté, qui est président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Donc, on a deux petits bébés à vous présenter ce matin. D'abord, Samuel Desbiens, les parents Élissa Laflamme Drapeau. Élissa Laflamme Drapeau, voilà, et Alexandre Desbiens. Ils sont de Berthier-sur-Mer. Donc, Samuel qui est né le 1er novembre 2019, donc c'est vendredi dernier. Alors, Samuel Desbiens et les parents Élissa Laflamme Drapeau et Alexandre Desbiens, ils sont de Berthier-sur-Mer. Et l'autre, eh bien, c'est Logan Paradis, les parents Stéphanie Prévost et Marc-Olivier Paradis. Ils sont de Saint-Raphaël de Bellechasse et Logan est né le 2 novembre 2019. Donc, félicitations aux parents Stéphanie Prévost, Marc-Olivier Paradis pour ce petit poupon Logan qui est arrivé le 2 novembre. Ils sont de Saint-Raphaël. Et maintenant, les gagnants de notre certificat cadeau de 25 offert par votre Jean Coutu de Montmagny pour la semaine dernière, eh bien, c'est Ali-Rose Bernier, née le 16 octobre. Ali-Rose qui est de Saint-Cyril-de-Lessard et sa mère, Marie-Soleil Bernier. Donc, c'est la gagnante pour le certificat cadeau de 25 offert par votre Jean Coutu de Montmagny, qu'on remercie grandement. Et on remercie également tous les employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui collaborent étroitement à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis. Donc, on revient avec notre invité. On fait une pause et on vous revient. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. On revient avec notre invité, M. Pascal Côté. Monsieur Côté, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre actuellement dans le monde, dans le monde des enseignants. Est-ce que ça, ce qui se passe actuellement pour le projet de loi numéro 40 peut être un incitatif aux enseignants de prendre un autre chemin? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça nous inquiète. Et évidemment, ce qu'il y a dans le projet de loi, on pourrait parler de la modification des conseils d'établissement aussi, qui rentrent par en arrière. Est-ce qu'il va y avoir encore des conseils d'établissement? Oui, les conseils d'établissement vont être encore là. Ils demeurent. Ils demeurent, sauf que quand on avait créé les conseils d'établissement à l'époque, fin des années 90, eh bien, on avait pris soin d'avoir une parité entre les parents, les usagers et le personnel. Donc, les experts qui sont dans le milieu, qui travaillent quotidiennement avec les enfants. Donc, un équilibre au niveau des décisions, des débats qui peuvent se prendre dans les conseils d'établissement. Le projet de loi, ce qu'il fait, c'est qu'il rompt cet équilibre-là. C'est-à-dire que les parents vont être dorénavant majoritaires au conseil d'établissement. Pas qu'on ne veut pas travailler avec les parents, là, au contraire. Mais Est-ce que ça vous inquiète? C'est inquiétant parce que le ministre en profite aussi pour introduire une autre disposition à l'effet que le conseil d'établissement va pouvoir se prononcer sur tout élément qu'il juge opportun pour faciliter la vie de l'école ou faciliter les apprentissages, ainsi de suite, si le 2/3 des membres du CE l'autorisent. Actuellement, les pouvoirs du conseil d'établissement
sont clairs, sont définis, sont établis. Pouvoir de la direction d'école, pouvoir du personnel. Tout ça, c'est clair, c'est compartimenté. Vous êtes à l'aise avec ça? On est à l'aise avec ça. Ça permet d'avoir des débats. On a un équilibre. Ça permet des discussions. Mais dorénavant, 6 parents plus un membre de la communauté nommé par les parents, on est presque aux 2/3 des membres du conseil d'établissement. Et on voit qu'il pourrait y avoir un déséquilibre, un débalancement où, à un moment donné, dans la frontière des pouvoirs, est-ce qu'on va vouloir parler au CE d'un cas d'enseignant où, moi, comme parent, je ne suis pas content de telle affaire? Alors qu'actuellement, c'est la direction d'école qui doit gérer le personnel, travailler avec, ainsi de suite. On ouvre la porte à des groupes de pression qui pourraient prendre le contrôle d'un CE, d'un conseil d'établissement. On voit, on lisait ce matin dans le journal qu'en Outaouais, il y a un groupe de pression qui a fait en sorte que le nombre d'exemptions d'élèves qui vivent les activités d'éducation à la sexualité est dramatiquement plus élevé qu'ailleurs en province. Est-ce qu'on ouvre la porte à des groupes de pression qui prendront le contrôle des écoles en fonction de leur intérêt propre? C'est des questions qui sont extrêmement pertinentes et qui font peur. Est-ce qu'il peut arriver en cas de conseil d'établissement avec la structure que vous mentionnez? Avec la structure qu'on veut mettre en place, ça pourrait arriver. Je ne dis pas que ça va arriver, mais la porte est ouverte. Alors qu'actuellement, ça se vit bien, l'équilibre qu'il y a au conseil d'établissement. Pourquoi? Puis encore là, pas parce qu'on ne veut pas travailler avec les parents, au contraire, ils sont importants. Mais l'importance d'avoir un équilibre au sein d'un conseil d'établissement où il pourra y avoir des débats et des prises de décision éclairées, pour nous, c'est essentiel. La structure que le ministre veut mettre en place, avec les nouveaux pouvoirs qu'il donnera au conseil d'établissement d'intervenir sur à peu près toute question qu'il juge à propos, ça vient rompre cet équilibre-là. C'est pas de nature à attirer des gens dans la profession et c'est pas de nature à aller garder nos enseignants dans la profession. Vous savez, depuis 3 ans, au bureau du syndicat, là, nous recevons des appels, je ne dirais pas quotidiennement, mais régulièrement, d'enseignantes, d'enseignants de 15, 20, 25 ans d'expérience qui me disent « Je ne suis plus capable. Je veux faire autre chose. » Récemment, une enseignante qui nous disait « Moi, là, je vais faire de la suppléance, il en manque. Puis donnez mon poste à quelqu'un d'autre qui est plus jeune. Moi, là, j'en peux plus. » Le nombre d'enseignantes, d'enseignants qui partent en invalidité en épuisement professionnel, il est énorme. Il n'y a rien dans ce projet de loi-là qui va aider à attirer les gens dans la profession. Les taux d'inscription dans les universités en enseignement n'ont jamais été aussi bas. Bien, ça parle, ça. Ici, ça se passe comment? Ici, c'est... Ben, écoutez... on a vécu une situation à la rentrée, là. Il y avait un poste à temps plein, en remplacement, là, mais un 100% en mathématiques à Montmagny qui, au début de l'année scolaire, n'avait pas encore été donné à personne, à Louis-Jacques Cazot. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, ça. Donc, la pénurie de main-d'œuvre se vit partout, dans tous les secteurs d'activité. Alors, est-ce que ça se peut qu'on ne fasse pas exception aussi? Ce que nos économistes nous disent à la centrale, quand ils analysent la pénurie de main-d'œuvre, c'est souvent la pénurie de main-d'œuvre va être un transfert de main-d'œuvre. Les gens vont partir d'emplois qui sont moins bien payés pour s'en aller dans des emplois qui sont mieux payés. Bien que les enseignants là, soient payés en dessous de la moyenne canadienne, là, il reste que c'est quand même des emplois qui, normalement, étaient attractifs. Bien, on devrait moins vivre cette pénurie-là au niveau de l'enseignement. Mais depuis 10 ans que notre fédération et la centrale sonnaient des alarmes sur le fait qu'on s'en allait dans le mur en enseignement avec la pénurie de main-d'œuvre, aujourd'hui, on la vit. Il y a été question récemment des salaires des enseignants. Oui. Est-ce que nos enseignants, je vais parler de chez nous, moi je ramène toujours ça à mon chez nous, c'est important chez nous. Tout à fait. Est-ce que les enseignants et enseignantes sont bien payés dans nos écoles de la Côte-du-Sud? Bien, le salaire des enseignantes, des enseignants est le même partout en province. Oui. Ça, c'est clair. Écoutez,
Mais à différents niveaux, là, parce que c'est Oui, d'expérience. Donc, moi, 17... si je ramène ça chez nous, est-ce que nos enseignantes sont bien payés? Est-ce qu'ils sont contents? Quand on se compare au reste de la province, bien, on voit qu'on est 8 en dessous de la moyenne canadienne. Quand on exclut les enseignants du Québec. On parle de la Côte-du-Sud. Côte-du-Sud ou ailleurs, là, on va prendre l'échelle de salaire enseignant. Le salaire des enseignants au sommet de l'échelle au Québec est 8 en dessous de la moyenne canadienne, évidemment quand on exclut le Québec là, du reste. Et ça inclut dans les études toutes les disparités entre le coût de la vie à Toronto qui est plus élevé qu'à Québec, et ainsi de suite. Donc, on est 8 en dessous de la moyenne canadienne. On veut avoir ça, on le demande, ce rattrapage-là. Il faut mettre des mesures en place pour rendre la profession attractive. Si on veut que les jeunes s'inscrivent à l'université, vous savez, la fameuse phrase, là, si t'es pas content, fais d'autres choses, là, c'est ce qu'ils font. Les jeunes ne s'inscrivent pas à l'université en enseignement. Ils sont pas contents, ils font d'autres choses. Il faut rendre la profession attractive. Ça passe, évidemment, par des meilleures conditions salariales. Ça passe aussi par les conditions d'exercice de la profession, où il y a un ménage à faire à ce niveau-là. Vous savez, j'allais rencontrer des enseignants récemment dans une école, après l'école, à 3h15, après que les élèves soient partis. Première question qu'ils m'ont posée, est-ce que c'est normal qu'on rentre tous ici à 7h le matin, puis qu'à 5h, 5h30 le soir, il n'y en a pas encore une de partie? Hey, ça fait 10 heures, ça, là, à chaque jour. Est-ce que c'est normal que pour survivre, les enseignants se prennent des congés sans traitement? Pas parce que c'est un nouveau mode de vie. 50 des enseignants au primaire prennent des allègements de tâches juste pour essayer d'avoir une vie normale. Ben non, c'est pas normal. Il y a quelque chose à faire dans les conditions de travail du personnel enseignant. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça. En quelques secondes, parce qu'on doit déjà terminer. En quelques secondes, on sait que ce projet de loi-là sera... hier, j'entendais sur des réseaux nationaux que ça va être compliqué de le passer parce que c'est lourd comme projet de loi. Il doit être en vigueur le 29 février. Est-ce que, rapidement, quelles sont les oppositions que le syndicat veut faire en quelques secondes? C'est effectivement très lourd, 312 articles. On fait des représentations, on fait des conférences de presse, on fait valoir notre point de vue un peu partout. Est-ce qu'on va vouloir le passer sous le bâillon, un projet de loi de cette importance-là? C'est ce qu'on voit venir, évidemment, qu'on va le dénoncer, comme d'autres partenaires au niveau de la société. Pascal Côté, président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, merci d'avoir été avec nous. On va suivre ça de très près. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite... on vous revient. Là. On est un peu mêlés ce matin. On vous revient dans quelques instants. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, José n'est pas avec nous ce matin. Il est à Saint-Jean-Port-Joli, alors qu'il est question là, des ambulanciers à Saint-Jean-Port-Joli, des conférences de presse. Donc, il sera avec nous demain. La Ville de Montmagny qui justifie sa décision de ne pas avoir ouvert un centre d'hébergement lors des pannes de courant. Le Club de Richelieu de Montmagny fait un don de 1 000 pour l'acquisition de livres et de jeux thérapeutiques pour l'hôpital de Montmagny. Les finalistes au prix Prestige sont désormais connus. La guignolée des médias le 5 décembre prochain. Pensez à la Saint-Vincent-de-Paul, c'est très important. Et moins de 25 000 clients encore dans le noir, même dans notre région. Et vous rappelez également qu'il y aura aujourd'hui une conférence à la Bibliothèque de Montmagny sur la laïcité et la sécularisation des faits et chances. Ça complète à demain.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634.